Salut à tous et c'est parti pour la ronde 3 du championnat du monde 2024 qui oppose Gukesh à Dingliren. Aujourd'hui, Gukesh a les blancs. Hier, ils ont fait nul et Dingliren a gagné la première partie. Donc actuellement, il est en train de mener 1,5 point à un demi-point pour Gukesh. Mais Gukesh est venu préparer et il va directement étonner son adversaire. On part directement sur la partie. Il a joué D4. Il faut savoir que, du coup, vu que Gukesh a joué E4 à la première ronde et qu'il est plutôt un joueur de E4, quand on regarde sa base de données, il joue plus E4 que D4, et bien D4 étonne un petit peu. Parce que du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives et ça montre l'issue, enfin le travail de préparation que Gukesh a fait contre Dingliren pour ce championnat du monde. Et du coup, euh, on va voir ce que Dingliren joue, parce que il y a beaucoup de choix possibles. Et Gukesh essaie vraiment de taper un peu de partout, qui sert peut-être dans une polonaise à la ronde 5, dire comme ça. Mais du coup, après D4, Ding doit jouer un coup. Ici, il y a deux coups principaux, c'est soit D5, soit cavalier F6. Il joue la ligne principale à haut niveau, l'indienne, parce que c'est la ligne la plus vaste et qui peut mener à plein de lignes différentes. En général, D5 peut être un peu risqué, parce que du coup, ça réduit beaucoup le champ des possibles, donc les préparations sont beaucoup plus simples. Cavalier F6 ouvre des perspectives de indienne, d'est indienne, d'ouest indienne, de Benoni. Il y a plein de coups possibles en fait. Et du coup, l'Irène veut un peu brouiller les pistes. Mais Gukesh était évidemment préparé. Il a joué un coup assez rare. Il faut savoir qu'ici, le coup principal des maîtres et le coup qu'a joué Gukesh le plus dans sa carrière, c'est C4 évidemment. Mais je pense qu'il avait envie d'un peu de brouiller les pistes, sur quoi l'Irène aurait pu jouer E6 comme G6. C'est ces deux coups qui sont vraiment très joués à son niveau et par lui-même. Mais il est plutôt genre de E6, sur quoi si jamais il avait joué un coup comme KVC3, il y aurait eu fou B4, une maison indienne. Et sur cavalier F3, il aurait probablement joué un coup comme D5. Mais je pense que vraiment, Gukesh avait vraiment envie de un peu réduire le champ des possibles. Et il a joué cavalier F3. Probablement avec l'idée, si jamais il jouait sur E6 ou G6, de jouer soit C4 et dans ce cas-là, ok. Soit jouer un coup comme fou F4, fou G5, ou même G3 par exemple, ou E3, bref. Partir sur une ligne secondaire. Mais du coup, Dingliren a joué D5, il redonne la symétrie ici à la position, et on a une partie qui pourrait complètement arriver après D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, c'est exactement la même chose, ici. Et du coup, Gukesh a plusieurs choix. Et ici, il va décider de jouer sur du gambit-dame avec C4. Il force en fait les noirs à réagir par rapport au pion qui est attaqué. Si jamais les blancs ont un deuxième coup, ils vont probablement prendre ici le pion. S'ils prennent du cavalier, ils peuvent prendre le centre avec E4. S'ils prennent de la dame, il y aurait cavalier C3 qui attaquerait la dame et préparerait E4. Donc globalement, ils sont obligés de réagir par rapport à ce pion s'ils ne veulent pas autoriser les blancs à avoir un énorme centre avec E4. Et ici, trois lignes sont vraiment utilisées. Et les trois transposent dans un gambit-dame. Soit ils jouent prise, gambit-dame accepté, soit il joue E6 pour défendre le pion, gambit-dame refusé, soit il joue C6. Et là, ça transpose dans une défense contre le gambit-dame qui s'appelle la défense slave. Et donc, globalement, en fait, Gukesh demande à l'Irène ce qu'il veut faire actuellement. Gukesh a été joueur de slave, un peu dans sa carrière. Sur quoi, après cavalier C3, E6, fou G5, par exemple, il aurait pu jouer H6, qui s'appellerait la variante Moscou. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Dingliren a joué E6, c'est le grand coup qui joue, c'est le coup vraiment que Dingliren joue là, majoritairement dans ses parties. Et ici, il faut savoir que il y a en réalité deux grandes lignes, même peut-être trois. Il y a trois grandes lignes. Soit ils vont jouer sur G6, donc jouer sur une catalane, soit ils vont jouer sur fou G5, jouer directement sur le clouage, et essayer de jouer sur E3 très rapidement, et peut-être qu'il y avait les BD2 pour défendre le pion, le supporter. Soit ils jouent simplement cavalier C3 pour mettre un peu de pression, et c'est ce qu'on appelle un gambit-dame 3 cavaliers, où ici les noirs peuvent jouer Tarrasch, peuvent jouer semi-slave, peuvent jouer Gragozine, peuvent jouer traditionnel avec fou 7, plein d'options possibles. Mais du coup, ici, Gukesh ne va pas jouer un coup principal, il va jouer un coup extrêmement rare, jouer seulement 1% du temps pour vous dire. Donc ça montre qu'il s'est préparé, il avait une préparation bien précise pour bien dérouter Dingliren, et il va jouer C prend D. Une ligne extrêmement rare, parce que en fait l'idée c'est qu'après E prend D5, donc on a une espèce en fait de gambit-dame d'échange, donc ça peut paraître logique, mais en général je vais vous montrer ce que c'est la vraie ligne du gambit-dame d'échange, ce serait
D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6 prise. Donc c'est ça le gambit d'échange. Et il faut savoir que dans ces structures de pions, donc c'est une structure de pions ce qu'on appelle Karlsbad, on a une espèce de vague comme ça, vous voyez, qui fait ça, hein, c'est la petite vague 15 bad où au moment les noirs vont jouer C6 et les blancs vont jouer E3. Hein. Donc si jamais on fait un peu ironiquement, un peu sarcastiquement, j'ai envie de dire, on a cette structure de pion. En général, les fonds sont sortis, hein, ici, hein, le fou est sorti. Mais les plans des blancs sont assez simples. En fait, ils ont deux plans en général dans ce genre de position. Soit ils vont jouer sur une attaque de minorité avec B4, B5, hein, et avec peut-être A4 pour venir. Et l'idée, ce sera de affaiblir cette structure de pion à l'aile dame qui peut s'avérer assez faible hein, après une fois que l'attaque de minorité sera faite. Et l'autre plan, en fait, et on voit toute l'idée de cavalier C3 et de cavalier F3, c'est qu'en fait les blancs peuvent parfois jouer F3 pour préparer E4, défendu du coup. Donc c'est le grand plan de la structure Karlsbad, mais en fait, en jouant l'ouverture qu'a joué Gukesh, hein, donc ça, on voit qu'en fait la préparation, l'attaque de minorité est toujours possible, hein, mais le deuxième plan avec F3 E4 n'est jamais possible parce que le cavalier est sur le chemin, donc il devra peut-être le rebouger en D2, mais globalement c'est pas pour ça qu'on joue ça. Le cavalier est vraiment mal placé, sachant qu'on veut faire le plan avec F3 E4, en général le cavalier, dans les lignes normales, sont mieux placés, hein. Après fou D3, enfin E3, fou D3, puis cavalier GE2. Le cavalier en E2 est plus rapide, il est meilleur, il contrôle la case F4 et la case D4 et empêche du coup de gêner le plan avec F3 E4. Mais du coup, après E prend D5, Gukesh joue cavalier C3, donc il se développe, tout va bien. Et ici, Gukesh, il va déjà hésiter pas mal. Il va hésiter 3-4 minutes, 2 minutes apparemment, pour moi. Mais globalement, c'est quand même énorme, sachant qu'on est dans une ligne qui est très 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 populaire, qui est très logique. Mais je pense que Dingleren avait vraiment peur un peu de son adversaire, hein, de la préparation de son adversaire, et je pense qu'il était déjà un peu hors de ses chemins. Non pas qu'il ait jamais joué ses positions, hein, mais selon moi, en fait, il s'attendait juste pas à ça, donc il avait besoin de digérer un peu cette information. Il va jouer C6, coup principal, hein, logique, pour empêcher le cavalier de venir et défendre un peu son pion en D5. Sur quoi Gukesh va jouer encore une fois un coup assez rare. La ligne principale ici est évidemment fou G5, très logique, pour ensuite jouer sur E3, fou D3, dame C2, jouer sur petit roc, donc développer ses pièces. Hein. Mais ici, Gukesh va jouer une ligne bien plus incisive, et il va jouer une ligne assez rare, hein, 25% du temps, c'est pas rare, mais c'est quand même assez ligne secondaire, en fait, c'est pas la ligne principale. Dame C2. Un coup, première vue, bizarre, parce qu'on développe pas ses pièces, on développe la dame. On ne conseille pas de faire ça en général. Mais c'est assez intéressant parce que déjà, ça empêche cavalier E4, hein, maintenant c'est défendu. Et ça empêche surtout fou F5, qui est un coup thématique dans ce genre de position, où les noirs vont essayer simplement de se développer le fou hein, très rapidement. Et ici, il ne peut pas. Et Liren va déjà réfléchir encore un peu plus. Il va réfléchir 3-4 minutes. 3 minutes 40 apparemment, hein, j'ai noté le coup. Notez le temps. Parce qu'ici, en fait, t'as plusieurs choix, mais c'est pas si clair, en fait. Hein, parce que si jamais tu joues fou E7, ok, mais dans ce cas-là, après fou G5, je vais jouer simplement E3 fou D3, et globalement, j'ai pas vraiment de problème. Ça reste un peu, ça transpose, en fait, dans les lignes qu'on a vues, où les blancs sont pas ouf, mais ils sont bien quand même. La ligne vraiment la plus dangereuse de loin, et c'est ce qu'a joué Ding, donc assez intéressant de sa part, c'est G6. Mais il a mis du temps quand même, donc je pense qu'il était prêt en fait à jouer ce coup. Mais il a dû réfléchir peut-être pour bien savoir s'il voulait être sûr ou un délire. Mais du coup, c'est le coup principal. Idée de G6 évidemment, contrôler la case 5 pour jouer fou F5. L'idée étant que si jamais tu joues E3 pour te dire ok, mais sur fou F5, je vais jouer simplement fou D3, bah, je vais quand même jouer fou F5, fou D3, fou prend, dame prend, et ton fou ici risque d'être très coincé, et moi je vais fou D3, fou D6, petit roc, cavalier BD7, et tu auras du mal à t'exprimer avec ton fou ici, sachant que la poussée E5 est très compliquée, hein. Je contrôle très bien la case. Donc ça peut être un peu dangereux. Globalement, Ding menace fou F5, et ici, les blancs doivent être vigilants. Ici, le coup principal de très loin, hein, 94% des parties, c'est fou G5, mais si je vous le dis comme ça, c'est que vous avez compris que ce n'est pas ce qu'il a joué. Fou G5 clouerait le cavalier, mais après fou E7, en fait, l'idée c'est que les blancs n'ont aucun intérêt de jouer comme ça. Hein. Ils vont jouer simplement E3, fou F5, fou D3, prise, dame, voilà. Et ici, bizarrement, les noirs sont complètement bien. Hein. Ils vont simplement jouer petit roc, peut-être jouer cavalier BD7, tour E8.
On a un espèce de gambit-dame normal, hein, où je fou F8 puis fou G7 pour mettre le fou en fianchetto, et il n'y aura aucun problème. Hein. Globalement, les noirs sont très bien. Ils gagnent même plus que les blancs selon la pratique. Sur les 818% 818 parties jouées par les maîtres, admettons on réduit ce nombre à 100, il y aurait 27 parties gagnées par les noirs contre 16 pour les blancs. Donc globalement on voit que les noirs sont mieux dans cette partie humainement parlant. Mais après G6, Gukesh va choquer tout le monde et il va jouer une ligne qui est vraiment extrêmement rare. Il va jouer H3. Un coup très très bizarre. Il ne développe encore une fois pas de pièces. Et il fait un coup qui n'a globalement pas d'intérêt. Le fou ne voulait pas venir en G4, hein, il voulait venir vraiment en F5. Et on peut se demander pourquoi. Et après un peu de réflexion, on se rend compte qu'en fait, la poussée H3 permet de jouer la poussée G4. Mais honnêtement, on voit pas vraiment pourquoi, parce qu'après fou F5, les noirs gagnent un tempo, jouer E4 est impossible, parce que du coup la case est complètement contrôlée. Donc il devrait bouger la dame une deuxième fois pour s'enlever de la vue de ce fou. Et on sait pas trop ce qu'il fait. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne sait pas si Gukesh s'est inspiré de ce coup, et Gotham Chess, grand youtubeur d'échecs, émet peut-être carrément l'hypothèse que Kramnik aide Gukesh dans son championnat du monde, ce qui est possible, hein, mais ça peut être un peu de tout. Mais 2 parties sur 6, ici il reste 6 parties dans la base de données, c'est quand même extrêmement peu. 6 parties sur 6 parties, 2 parties ont été jouées par Kramnik, une contre Arjun Erigaisi, qui est le top 3 actuel et meilleur joueur indien. Et la deuxième était contre l'ancien challenger pour le championnat du monde, contre Carlsen et contre Ding Liren, c'est-à-dire Ian Nepomniachtchi. Donc ça a été pratiqué par des grands joueurs, il y avait Yu Yangyi, un grand joueur chinois, qui l'a joué contre Alexei Shirov, et d'autres parties jouées par des plus random, hein, des 2400-2300. Mais du coup, c'est un coup intéressant, hein, qui est un peu à la mode actuellement. Hein. Ça a été, quand je regarde sur les 6 parties, toutes quasiment ont été jouées en 2023. La première partie étant jouée par des 2350 en 2021. Donc c'est quand même vachement actuel, hein, c'est très très moderne comme approche. Et du coup, Ding est complètement choqué. Il n'a jamais vu, je pense, ce coup. Hein. Je pense qu'il a dû vite le regarder, hein, parce qu'il a dû voir un peu les coups secondaires. Et on voit ici qu'il commence à réfléchir parce qu'il ne sait pas vraiment. Il a réfléchi 3 minutes ici, hein, pour vous dire, je pense qu'il a vraiment peur d'une préparation, pour jouer le coup le plus naturel qui soit ici, hein, c'est-à-dire vraiment fou F5, coup naturel, pour taper la dame, hein, le pion G6, il a joué G6 pour ça, et Gukesh joue tempo, hein, donc il joue immédiatement, dame B3, attaque le pion, Ding Liren réfléchira pas mal de temps, encore une fois, il réfléchira peut-être 2-3 minutes, pour jouer dame B6, le coup vraiment le meilleur, il n'y a pas d'équivoque. Dame C7 est probablement jouable aussi, mais en fait le problème c'est qu'après G4, fou aussi c'est KV G5. On voit pas vraiment l'intérêt, la dame est très bien placée, le fou est menacé, il y a fou G2 qui arrive, peut-être fou F4 dans un futur proche, hein. On sait pas comment, mais ça peut très vite arriver. Globalement, Gukesh se débrouille très bien, parce que Liren jouerait trop passivement. Mais ici il a joué dame B6 après un peu de réflexion. Et l'idée c'est qu'en fait, du fait de son manque d'espace et que la dame est bougée 2 fois, Ding a tout intérêt à simplement se débarrasser de la dame, créer des faiblesses ici sur l'aile dame. Globalement, c'est un coup très logique. Et c'est là que Gukesh joue l'approche Kramnik à la position, il va jouer G4, évidemment. Si jamais il jouait un coup comme dame prend dame, évidemment, c'est pas très intéressant, il y aurait A prend B, qui ouvrirait la tour. Et après G4, il y aurait simplement fou E6, et bizarrement, on sait pas trop ce qu'on fait, la tour est très active. Ok, tu joues fou G2, mais moi je joue simplement B5 par exemple. Globalement, j'ai pas de problème quoi, avec les noirs. Mais G4 joué par Gukesh pose des questions au noir. L'idée c'est qu'ici il y a plusieurs coups possibles. Déjà, fou E4 aurait pu être une nouveauté intéressante, c'est pas ce que Ding a joué, mais ça peut être intéressant avec l'idée qu'après fou G2, de toute façon le fou il est très bien placé ici. Si tu prends ici, je pourrais tout simplement prendre peut-être du cavalier, mon cavalier sera très puissant. Bref, c'est une nouveauté intéressante. Mais les deux coups joués ici sont l'approche Nepomniachtchi, où ici il a joué fou E6, hein, et une approche ensuite pourrait être fou G2, puis dame prend par exemple, ou simplement jouer sur fou G7 et petit roc, plein de coups possibles, où il va garder le fou, hein, et vraiment jouer sur autre chose. Ou l'approche Eriga ici, hein, et c'est ce qu'a joué Ding, où tu vas simplement prendre la dame, ok tu ouvres la tour des blancs, mais en retour, hein, t'as une bonne position,
où les noirs ont maintenant des pions doublés isolés, qui peuvent être une faiblesse dans le futur. Et ici, deux coups sont possibles ici. Shirov a joué ici fou E6, mais le coup principal joué par Ding aussi, fou C2. Le fou est très actif, ici il tape peut-être le pion B3. Il est dangereux, mais c'est un peu bizarre quand même. Le fou peut très vite être enfermé. Et ici, Gukesh n'a aucun intérêt à tenir au pion, il va devoir contre-attaquer. Et ici, Gukesh va jouer fou F4, meilleur coup. Et il reste une seule partie. On va suivre la partie Kramnik contre Eriga ici, qui a continué fou F4. Fou G2 était l'autre partie, il restait deux parties. Était une partie qui opposait Silva contre Grodins, je ne les connais pas, mais c'est 2 2300, c'est la première partie jouée avec H3. Et ici, c'est une ligne un peu plus douteuse, parce qu'en fait, on verra, le fou ne fait pas grand chose. Il faut vraiment mettre le fou en F4 pour espérer avoir des compensations. Essayer de tenir le pion avec cavalier D2 est un peu imprécis parce que le cavalier bloque complètement le fou et même ce pion n'est pas vraiment prenable. On verra après fou F4. Ici, cavalier A6 en essayant de se diriger avec cavalier B4 puis A5 pour consolider aurait été une approche vraiment très très dangereuse, particulièrement parce qu'il y a peut-être cavalier C7, cavalier B5 puis se diriger vers la case D6 qui est vraiment essentielle. Plein de plans possibles, mais globalement les noirs n'ont aucun problème et les blancs se sont un peu liés en jouant cavalier D2. Mais du coup, on voit que Gukesh joue très rapidement à tempo. En fait, fou F4. Et là, du coup, on se sent que c'est une prépa et Ding le sent aussi. Parce qu'il va réfléchir encore une fois. Et il va jouer. Bon, il va jouer quasi tempo. Mais quand même, ça montre un peu une faiblesse au niveau de la préparation de Ding Liren. Et surtout une très très forte préparation de Gukesh qui a préparé une ligne très obscure contre Ding. Il va jouer H5 très rapidement. Ce qui est logique, on expliquera ça plus tard. Une nouveauté intéressante pourrait être H6, proposée pour jouer G5 et se créer des cases sorties pour le fou, qui on verra sera un problème plus tard dans la partie. Et du coup, prendre simplement le pion n'est pas bon, parce qu'il y aurait cavalier D2, très bon coup. Et si jamais on joue fou C4, on prend la paire de fous, puis on peut très rapidement jouer un coup comme E3 pour réattaquer le pion. Et s'il joue B5, il y a carrément fou G2 qui est complètement gagnant, parce qu'on voit que les pièces noires sont complètement... elles se font attaquer de partout, et même si tu sais te défendre un petit peu, il y aurait par exemple fou prend cavalier, suivi de fou prend pion. Fou prend cavalier enlève le défenseur du pion, et après fou prend pion. Globalement, c'est complètement perdant. Mais, après par exemple, fou prend B3, cavalier D2, bah ici on peut se dire ok, mais je reviens en C2 pour essayer de éviter l'échange de fou, mais là il y aurait simplement tour C1, et après fou E4, F3, et ton fou est enfermé, je gagne le fou. Donc on voit que prendre ici le pion est vraiment très très imprécis, donc il ne peut pas. Et c'est pour ça que Ding va jouer H5 pour essayer de prendre avantage du fait que les pions H3 et G4 sont quand même vachement avancés et que le roi n'est pas encore ok, pour essayer de tout péter à l'aile roi et créer des complications. Ici, en fait, Gukesh a plusieurs choix, mais il y a un seul choix qui fait vraiment sens. Jouer un coup comme prise ne fait vraiment pas sens, parce qu'il y aurait simplement tour prend H5 et la structure des blancs est juste complètement inutile, surtout que le fou va pouvoir simplement venir en F5 au prochain coup sans aucun problème. Jouer G5 peut être intéressant parfois pour taper le cavale, mais le problème c'est qu'après cavalier E4, en fait, le fou pourra toujours revenir en F5 une fois que le cavalier pourra par exemple bouger ici ou s'échanger contre le cavalier, par exemple. Mais c'est pas intéressant pour les blancs. Le seul coup intéressant ici, c'est tour G1 pour garder en fait le contour de la case F5 pour empêcher la case sortie du fou et aussi s'enlever simplement du vis-à-vis avec la tour, entre les tours. Et ici, Ding va jouer H prend G, donc on continue encore à suivre la partie Kramnik Erika ici. H prend G. Et ici, nouveauté de Ding Liren qui va jouer cavalier BD7, le meilleur coup. La partie Eriga ici, Kramnik Eriga ici avait continué fou prend B3, mais il y a encore ce problème avec cavalier D2, suivi de prise et E3. Et Kramnik avait un fort avantage, même s'il a fini par faire nul, l'avantage était clairement à Kramnik. L'idée c'est qu'en fait ici, Ding l'a vu. Ding a vu que prendre était probablement problématique. Et il a vu aussi que Gukesh menaçait peut-être, admettons on fait un coup aléatoire, menaçait peut-être de jouer sur soit tour C1 pour enfermer ce fou peut-être, soit surtout sur fou prend cavalier qui peut très vite arriver, après tour prend fou, peut-être tour prend A7, ça peut très vite arriver. Des autres menaces comme ça où du coup il pourrait échanger puis jouer sur ça.
Donc fou, cavalier BD7 joue contre cette idée, parce que du coup le fou ne peut plus prendre le cavalier, et du coup la tour pourra toujours défendre et ne pas être déviée de la défense de ce pion. Donc très bien joué de la part de Ding. Et ici du coup, Gukesh va réfléchir un petit peu, mais il va jouer finalement KV-D2 après peut-être 5 minutes, pour défendre le pion et menacer. Hein. Ici on voit que si jamais il joue un coup aléatoire, il y aurait tour C1. Et là maintenant le fou est enfermé, ce qui est marrant, hein. Si jamais il vient là, il y a F3 tout simplement. Et si tu fais autre chose, tu finis par perdre. Par exemple, ici, j'ai mis une autre ligne illustrative. Ici, une ligne qui pourrait être douteuse serait cavalier E4. On se dit, ok, mais je vais venir menacer tes cavaliers. Mais après, cavalier C prend E4 pour simplement éviter l'échange du cavalier ici en D2 qui serait problématique parce que le cavalier prend puis fou prend pion. Et bien ici, il y aurait cavalier C prend E4 suivi de. Si jamais on prend du pion, il y a tour C1. Le fou est enfermé. Et si jamais ils prennent du fou, il y aurait simplement F3 pousse de tour C1 et maintenant G5 serait forcé pour essayer de contre-attaquer, mais du coup ils perdent simplement un pion. Et Gukesh est mieux. Décidé. Mais du coup Ding va réfléchir un petit peu, mais il va finalement jouer le coup forcé de la position, c'est-à-dire tour G8. Un coup très intéressant parce qu'on veut préparer la poussée G5 pour attaquer le fou, gagner un tempo et créer la case sortie F7, H7 surtout, ou G6 possible aussi, pour le fou en C2. Ici la ligne est quasiment forcée, mais Gukesh va faire une très mauvaise décision. Ici, Gukesh a joué G5, qui est un coup extrêmement imprécis à son niveau, un coup vraiment horrible stratégiquement, dans le sens où c'est vraiment une ligne, c'est pas perdant, mais c'est vraiment, ça règle tous les problèmes des noirs. Quand on regarde ici, un meilleur coup aurait simplement été de jouer tour C1, meilleur coup, et après G5, je fou E3, avec l'idée qu'en fait ici, les noirs ils ont quand même des problèmes, notamment la faiblesse de ce pion. Par exemple, pour fou H7, il y aurait simplement eu cavalier F3 qui viendrait taper le pion et le gagner. Donc fou E4 serait forcé, avec l'idée que sur cavalier F3, il y aurait simplement fou prend cavalier pour régler le problème du pion. Mais là, il y aurait eu simplement cavalier D prend E, cavalier prend E, F3, prise, et en fait, il a réglé son problème des pions doublés, et il n'a aucun problème en fait avec les blancs. Mais il va jouer G5 et ça va lui poser vraiment beaucoup de problèmes, parce que là, il crée la case sortie F5 pour le fou qui ne pourra jamais être enfermé. Et après, cavalier H5, en plus, il gagne un tempo, Ding. Et après, du coup, fou H2, il a l'initiative, parce qu'il y a une position qui est complètement agréable. Et, bizarrement, on ne sait pas ce que Gukesh fait. Il n'a pas amélioré sa position d'une manière folle, parce que le pion ne fait rien ici. Et il peut même carrément être une faiblesse, parce qu'il est très avancé. Ding réfléchit un petit peu dans cette position, et il joue finalement tour H8, qui est très logique, pour quand il jouera cavalier G7, découvrir une attaque sur le fou avec la tour, et le cavalier pourrait par exemple contrôler la case 5 pour le fou, pour qu'il revienne. Un autre coup possible, logique, serait peut-être cavalier G7, qui serait peut-être un poil plus précis, avec l'idée que sur fou H3, il y aurait fou F5, pour simplement sortir le fou et échanger les fous de case blanche. Fou prend, cavalier prend E3, cavalier G7, et pour moi, en fait, les noirs sont complètement bien. Il y a A6, grand roc et cavalier E6 qui arrive, tour H8 pour prendre la colonne ouverte, globalement, c'est très bien pour les noirs. Donc on voit que Gukesh a un peu donné un peu son avantage avec les blancs. On a l'impression que les noirs ont un petit avantage minuscule, mais quand même un petit avantage, notamment d'initiative, où c'est Ding qui a toutes les cartes en main. Mais du coup, il va jouer tour H8, très logique aussi, pour prendre la colonne ouverte. Et ici, Gukesh va jouer F3, coup très humain pour préparer E4 et peut-être couper un peu le fou. Il essaie vraiment de jouer ce fou qui est vraiment très mal placé. Mais c'est pas le plus précis. Ici, fou H3 était le coup vraiment le plus précis sur l'ordinateur. Sur quoi après cavalier G7, meilleur coup. Pour doubler et faire une brochette de fou, il y aurait fou prend D7 forcé pour donner la paire de fou. Et après, roi prend D7, fou E5 forcé encore une fois. Pour jouer un peu sur l'activité et la désharmonie un peu des pièces noires. Mais là, l'idée c'est que les blancs peuvent jouer sur quelque chose, mais les noirs sont quand même vachement bien. Il y aurait simplement un coup comme tour H5 qui peut poser problème. Il y aurait peut-être F3, mais dans ce cas, il y a cavalier 5 qui arrive très rapidement. Globalement, les noirs n'ont aucun problème, ils ont des cibles. C'est quand même vachement intéressant, mais c'est le coup le plus combatif du Gukesh. Ici, Ding aurait dû jouer un coup. Donc là, après. Non, ça va. Ici, il a joué un coup très logique. Il a joué cavalier G7. Pour l'instant, tout va bien. Le fou en H2 est menacé. Il prépare en fait encore fou F5. Le cavalier est logique ici. Il va pouvoir toujours venir en E6 ou en F5. Et la tour est ouverte. Donc elle a plus d'activité sur la colonne H.
fou G3 forcé, hein. Ici le fou est attaqué, il n'avait aucune autre case réellement, hein. Venir en 7 serait un peu suicidaire parce qu'il y aurait peut-être simplement un coup comme cavalier E6 qui viendrait taper le fou. Donc ce serait un peu bête. Mais du coup, après fou G3, ici, Ding va avoir un craquage total. Craquage total, ici le coup qu'il fallait jouer c'était fou F5, qui était probablement le coup humain le meilleur, hein, sur quoi après E4 j'aurais fou E6, hein, ici les noirs n'ont encore une fois aucun problème, ils pourront jouer sur fou E7 pour attaquer le pion, peut-être jouer sur grand roc une fois qu'il aura joué à 6 pour empêcher tour pour un 7. Il n'a aucun problème en fait, je comprends pas pourquoi il n'a pas joué ça. Mais après 3 minutes, hein, il faut savoir qu'ici il a déjà dépensé énormément de temps, il avait réfléchi peut-être 20 minutes sur un coup avant. Ici il doit lui rester 30 minutes contre 1h25 pour Gukesh, donc on voit qu'il a quand même énormément réfléchi, hein, on est qu'au 18ème coup. Donc il y a un rajoutant au 40ème coup, hein, donc il n'a même pas fait la moitié des coups, il a utilisé les 3 quarts de son temps. Mais ici Ding va manquer de temps et il va jouer un coup horrible, un très mauvais coup qui montre qu'en fait il n'est pas dedans, hein. Ce championnat du monde c'est pas pour lui pour l'instant. Et il va jouer tour H5, un coup non seulement il est inutile mais il gaffe une pièce. Un peu comme avait fait Nepo contre Carlsen pour ceux qui ont suivi le championnat du monde en 2021. Il perd un fou en fait en force quasiment. Et ici en fait, bon déjà Ding je pense qu'il avait voulu menacer le fou peut-être, mais surtout il y a fou E7 qui est largement mieux pour venir simplement menacer le fou. Et ici si jamais il y avait E4 il y aurait eu cavalier E6 qui aurait pu tenir un petit peu, hein. Et le fou est largement plus actif, il y a peut-être fou prend G5 qui arrive très rapidement, fou B4 aussi. En revanche, tour G5, tour H5 ne fait rien. C'est assez marrant, mais tour H5 ne fait rien. Et il gaffe, et Gukesh va le jouer un peu rapidement, mais il va quand même réfléchir, hein. Il va jouer E4. Et on voit le problème, hein. Ici, quand on regarde sur la vidéo, sur les caméras de surveillance sur les caméras qui étaient braquées sur les joueurs, on voit que Ding est dégoûté. On voit que pendant que Gukesh réfléchit, il est vraiment troublé, hein. Il est vraiment... on a l'impression qu'il est dégoûté, qu'il est nerveux, parce qu'il a fait une gaffe. Et ici, après E4, on voit qu'en fait le fou ici en C2 a vraiment du mal en fait, hein. Parce que tout est contrôlé, toutes les cases sont contrôlées. Et tour C1 viendrait simplement enfermer le fou. Et ici il réfléchit et il joue D prend E4. Qui est le coup, enfin là c'est un coup très humain, hein. Il veut essayer d'échanger et essayer peut-être de se créer des cases. Mais ça marche pas. Hein. Ici, cavalier E5 qui était apparemment le coup de l'ordinateur avec l'idée qu'après tour C1 il y aurait cavalier prend D4 défend, fou F2, fou C5, tour G2 parce que si jamais il y a prise, ça peut poser problème mais en fait ça transpose en fait, hein. Tour G2, fou D3, prise, prise échec autant pour moi parce que si, j'avoue en fait je suis bête, tour H1, fou F1, cavalier E5 où du coup il a une pièce en moins mais il a beaucoup de compensation à cause de cavalier D3 qui arrive très vite. Et si roi D1 il y aurait cavalier D3 quand même parce que le fou est cloué, hein. Et il y a des menaces de partout. Clairement c'est impossible d'avoir ça. Donc vraiment c'était extrêmement poussé, hein. Où l'ordinateur dit après par exemple cavalier D3, roi D1 et fou prend D4, roi 1, tour 1. C'est vraiment quand même, les pièces noires sont extrêmement actives, mais l'ordinateur dit quand même qu'il y a un léger avantage blanc, notamment dû au matériel en plus, hein. C'est clairement ça. Mais c'était l'option la plus combative de Ding, qui n'a pas joué ça évidemment, parce que c'est extrêmement pointu, hein. C'est vraiment impossible d'avoir ça, hein. D prend E4 joué par Ding, F prend E4 joué par Gukesh, cavalier E6, donc il essaye de se défendre, hein, en jouant cavalier prend D4 très rapidement, et jouer sur le fou C4. Et aussi on voit une autre idée de ce coup, c'est-à-dire que si jamais les blancs jouent simplement fou F2 pour se dire ok mais tu défendras pas, bah là il y a cavalier F4, hein, et on voit que le cavalier gagne de l'activité. Et après tour C1, cavalier D3 fait une fourchette, et ça force fou prend cavalier, fou prend fou, et le fou se casse via A6. Et si jamais par exemple après ça on avait joué peut-être fou A3 pour simplement attaquer le cavalier et le forcer à partir en arrière, bah il y aurait évidemment cavalier D3. Et ici, venir en E2 serait suicidaire à cause du pion B2, hein, qui tomberait. Donc fou prend cavalier et le meilleur coup, et après fou prend fou, le cavalier, enfin le fou se casse via A6 et le fou est sauvé. Donc ça va encore. Donc ici, le seul coup joué par Gukesh, hein, donc très bien joué de sa part, il va jouer tour C1. Et là maintenant, Ding commence à avoir des problèmes. Il commence vraiment à avoir des problèmes parce que le fou est complètement fermé, hein. Ici, fou G7 aurait été assez intéressant avec l'idée de peut-être partir dessus, mais là il y aurait simplement eu tour prend fou, hein, et après cavalier prend, il y aurait eu tour C1, intéressant, hein. Mais c'est pas ce qui a été joué. Il a joué cavalier prend pion, hein, son idée logique pour gagner un pion en attaquant le fou. Sur quoi Gukesh va jouer fou F2 seul coup.
Il attaque le défenseur du fou, hein, c'est-à-dire que si jamais les blancs avaient des coups ensuite, ils joueraient simplement fou prend cavalier suivi de tour prend fou. Ding Liren joue alors fou G7, très logique hein, pour défendre le pion. Avec l'idée, un petit piège serait de prendre le cavalier, sur quoi il y aurait fou prend fou. Et tour G2, il y aurait fou prend pion, coup que j'ai mis comme coup brillant. Et qui dit que sur cavalier prend B3, il y a fou E3 qui attaque la tour et le pion. Et après tour A1, du coup il y aurait fou prend G5. Et la finale est très complexe, mais elle est globalement nulle parce que Ding a les 3 pions contre la pièce, et surtout les pions des blancs sont complètement sans dessus-dessous, il a 2 pions isolés. Et bizarrement, les pions passés de Ding pourraient faire leur affaire. Hein. Il y a cavalier E5 qui arrive très rapidement pour mettre le cavalier en sécurité. Globalement, c'est intéressant. Mais évidemment, c'est pas ce qu'il a joué. Parce qu'ici, Gukesh a vu le danger et il n'a pas pris le cavalier. Il a joué le seul bon coup, très très astucieux de sa part. Cavalier E2. Il ne se précipite pas, il va simplement étouffer les noirs. L'idée c'est que de toute façon le fou il est complètement fermé. S'il vient là, le cavalier tombera. Parce que là il a attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois. Donc il ne peut pas bouger. Il doit réagir par rapport au cavalier qui a attaqué. S'il joue C5, maintenant, il peut prendre. Parce qu'après fou prend, il y aurait simplement tour prend. Et là maintenant on sait pas trop ce qu'ils font. Hein. Ils ont simplement une pièce de moins. Le fou est attaqué, le pion derrière. Il n'a pas fou E3 parce que le fou défend. Hein. Et donc on sait pas trop ce qu'il fait. Il a pas d'autre coup en vrai. Hein. Si jamais il joue fou prend pion, bah, je vais te prendre. Il n'y a pas de problème. Moi je suis content. Quoique je vais plutôt prendre ici le cavalier en fait. Plutôt comme ça. Pour échanger les pièces. Et moi j'ai une pièce de plus. Hein, donc pour 2 pions c'est mieux. Donc ici Ding on voit il est vraiment pas content. Et ici il perd une pièce de force. Donc vraiment très très bien joué de Gukesh qui dès le coup de tour H5 très douteux il a réussi à trouver la suite gagnante. Donc très très bien joué de Gukesh. Ici Ding va jouer un peu par dépit cavalier prend pion pour essayer de gagner du matériel en retour, en échange du cavalier, enfin du fou plutôt. Tour prend C2, donc Gukesh prend la pièce non défendue, cavalier prend D2, et ici, petit piège, hein, si jamais il joue tour prend D2, c'est mauvais, hein, ici c'est carrément égal, parce qu'il y a cavalier E5 qui pose des problèmes. Typiquement, si on joue simplement, ici la menace, hein, si les noirs ont un deuxième coup, ils vont jouer cavalier F3 pour simplement récupérer la tour grâce à la fourchette, hein, grâce à la méga fourchette, même si tu bouges le roi, t'as cavalier F3, hein, fourchette de tour. Donc c'est impossible à défendre. Si tu joues tour C2 par exemple ici, bon déjà t'as cavalier F3 qui gagne la pièce, hein, mais surtout il y a cavalier D3 qui vient de gagner carrément le fou, hein, parce que du coup le roi doit bouger et après il y a cavalier pour fou. Donc c'est pour montrer par exemple un petit problème qui pourrait être causé par le fait de prendre la tour, mais surtout ici, si jamais il joue cavalier D4 pour défendre, ici il y a C5 hein, qui pose des problèmes, et après fou E2 forcé pour essayer de contre-attaquer la tour, il y a simplement C prend D, fou prend tour, pion prend fou, et tour G3, hein, et ici c'est une finale où Ding a les 2 pions et Gukesh a la qualité, donc c'est vraiment pas clair du tout, et là la ligne aurait probablement été... la finale aurait probablement été plus complexe que ce qu'elle était dans la partie. Si jamais ici après cavalier 5 il jouait tour G3 pour défendre avec la tour, maintenant c'est incroyable, il y a tour prend pion, sacrifice de tour, et après tour prend tour du coup plus ou moins forcé, il y a cavalier F3 qui récupère la tour. Et là maintenant, après ça, c'est plus compliqué, hein, mais globalement, bon les blancs ont la paire de fous, mais les noirs ont 3 pions, hein, dont un passé, et ici il va y avoir des pions passés qui vont se créer sur l'aile dame, contre une pièce du coup, le fou ici de case blanche. Et c'est plus complexe encore une fois, hein. 3 pions pour la pièce c'est déjà plus compliqué que 2 pions pour la pièce, hein, c'est logique. Mais du coup, évidemment, Gukesh a vu le danger encore une fois, il a réfléchi, il a pris du roi. Du coup, ça empêche les petits schémas avec cavalier E5, parce que ici, du coup, j'ai simplement à bouger mon roi et je n'ai pas de problème. Et ici, il joue cavalier E5, il essaye, il fait une petite menace envers le pion ici, envers la fourchette, et ici, Gukesh joue simplement cavalier D4. Il n'y a pas de poussée C5 parce que c'est contrôlé par la tour, et il y a B4 qui arrive tout simplement pour contrôler. Et du coup, ça défend simplement la fourchette. Et Ding a vraiment du mal à jouer ici, la position. Tour D8, il a joué, hein, il essaie de jouer sur le clouage, et maintenant cavalier F3 est encore une fois menacé. Roi E3 est possible, mais après tour prend D4 intéressant, il y aurait roi prend D4, cavalier F3, puis cavalier prend tour, hein, et ici il y aurait cette ligne qui serait intéressante pour Ding, même si l'ordinateur dit évidemment que les blancs sont mieux, hein, c'est compliqué, hein, mais c'est quand même intéressant avec l'idée que s'il y a tour prend fou, il y a le fou en G1 qui tombe. L'ordinateur dit à présent fou prend A7, où je vais menacer, enfin je vais sacrifier ce fou pour récupérer celui-là.
Mais bon, vraiment c'est très compliqué, hein. C'est vraiment une finale quand même mieux pour les blancs, donc ça n'aurait rien changé. Et surtout, il a joué roi E2, coup encore mieux, hein, ici, dans le sens où il autorise pas du tout tour pour tour, hein, parce que là, il n'y a pas de menace de fourchette. Hein. Donc globalement, c'est intéressant. Ici, Ding va essayer, hein, ici il est complètement étouffé, il ne peut rien faire. Il va jouer tour H2 pour essayer de jouer sur le clouage ici du fou et essayer d'enlever le défenseur du cavalier, donc il menace le cavalier. Et ici, fou G2 joué par Gukesh. Cavalier F3 était probablement un moyen de concrétiser l'avantage encore un peu plus rapidement, hein, parce que ici ça force les échanges, ici le cavalier et la tour sont tous les deux menacés. Et après cavalier prend cavalier, roi prend cavalier, euh, fou D4, roi, tour G2 par exemple. Bah, les pièces blanches sont simplement activées. S'il fait échec, il y aura simplement fou G3, je pense. Euh, fou G3, voilà. Globalement, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a tour H2 qui arrive et c'est un gros avantage blanc. Mais du coup, fou G2. Joué par Gukesh, également un coup très intéressant. Il active le fou, défend le pion. Et maintenant, le fou ici n'est plus cloué. Donc ça reactive la défense sur le cavalier. A6, joué pour Ding Liren pour enlever le pion ici du viseur du pion F2 et peut-être autoriser des tactiques comme on l'avait vu. B3, joué par Gukesh pour faire de même, hein, il enlève son pion du viseur du fou G7, il le met sur une case blanche, donc du coup ici c'est juste une mesure de prévention. Tour D7, Ding essaie d'activer sa tour, hein, mais globalement il peut rien faire. Tour CC1, joué par Gukesh, un coup très malin, hein, mais après l'idée c'est que sur roi E7 il y a tour CD1, roi E8, Ding ne peut rien faire, il essaie de manœuvrer comme il le peut. Mais là, ce qui est marrant, c'est que Ding avait 11 minutes d'avance coup, hein, on est au 31e coup, et après ce coup, il lui reste 2 minutes. Il a réfléchi 9 minutes alors qu'il en avait 11. Ça veut dire qu'à ce moment même, Ding, dans une position complètement perdante, il lui reste 2 minutes pour jouer 9 coups. Donc c'est complètement mort. C'est assez marrant, mais globalement, hein, Gukesh le domine complètement. Fou G3 joué tempo hein, par Gukesh, il veut jouer sur le manque de pendule de l'Irène et il a dû calculer ça avant, c'est le seul coup intéressant. Attaque la tour, attaque le cavalier. Ici, l'Irène joue tempo, hein, il veut essayer de tenir à la pendule. Il joue tour H5, hein, autorise l'échange, mais l'idée c'est que s'il y a échange, bon, c'est quand même gagnant pour les blancs, hein, mais après Fou prend, en fait, ses pièces s'activent quand même pas mal. Mais du coup, Gukesh va jouer simplement cavalier F3, hein. Il garde la paire de fou, ce qui est très logique. Menace la tour, menace le cavalier. Ding joue plus ou moins tempo, cavalier prend cavalier. Avec une idée très marrante, c'est que si tour prend tour pour essayer de concrétiser complètement, il y a cavalier prend tour sur échec et les noirs gagnent du matériel. Donc évidemment, Gukesh n'a pas joué ça. Il a joué simplement roi prend cavalier et ici, les noirs sont morts. Ici, tour prend tour ne marcherait pas, parce qu'après tour prend pion, il y aurait fou H4, et ici la tour est en l'air et il ne peut pas vraiment la bouger parce qu'il y aurait tour D8 échec et mat, défendu par le fou, un peu comme à la mat de l'opéra. Euh, c'est marrant, hein, ça gagne tactiquement. Tour prend pion directement ne marcherait probablement pas, mais c'est l'essai le mieux. Mais après tour prend tour, roi prend tour, tour D1, roi E6, fou H3, F5, prise, tour E1 échec, roi F7, roi F4. Les noirs vont récupérer en fait hein, du matériel. Là je suis passé assez vite sur la variante, mais globalement rien ne gagne, hein, rien ne sauve la nulle pour Ding. Même si c'est probablement l'essai le mieux, là Gukesh regagne son matériel. Et il y a probablement après fou H4 puis tour E7 qui risque d'arriver très très vite. Globalement, c'est complètement perdant. Mais c'est l'essai le mieux. À la place, avec son peu de temps qui lui reste, hein, il va jouer fou D4. Il lui reste 1 minute 07 pour 6 coups, donc c'est 10 secondes par coup, intenable. Mais du coup, fou D4, il essaie de taper la tour, hein, mais du coup, tour H1, il vient simplement remettre la tour sur une bonne case. Hein. Ici, il y a une idée, et Ding va tomber dedans. Ici, il lui reste du coup 1 minute 07, hein, je vous l'ai dit. Et à la fin de ce coup, il va lui rester 8 secondes. Donc il a réfléchi encore 50 secondes. Il lui reste 8 secondes pour jouer 5 coups. C'est injouable, même en blitz, hein, parce que c'est du chaos, il n'y a pas de rajout de temps. Fou H3 joué par Gukesh très rapidement. Hein. Il tape la tour. F5 joué par Ding en 3 secondes. Hein. Il n'a pas le choix. L'idée c'est que si jamais il joue tour D8, il y aurait eu fou H4, petite enfilade qui gagne la tour, hein, qui gagne la qualité. Même gagne la tour en fait. Hein, non, il gagne la qualité parce qu'il y a. Je sais pas. Mais globalement, il gagne du matériel. F5 joué par Ding, il essaie de tenir comme il peut. Fou F4 joué par Gukesh. Et ici, avec ses 5 secondes restantes, Ding va réfléchir un petit peu. Il va jouer tour H5 avec 1 seconde. Mais il est raisonnable, il se rend compte que jouer 3 coups en 1 seconde, c'est complètement impossible. Humainement, même par les ordinateurs, j'ai envie de dire, hein, même avec des bras supersoniques, c'est impossible. Hein.
Globalement même, tu prends la pièce, tu joues ton coup, t'appuies, la seconde est déjà passée. Donc il abandonne, parce que non seulement il va pas tenir autant, mais surtout, il est perdant, de toute façon. Et ici, en fait, l'idée c'est que Gukesh avait probablement prévu, hein, après ce coup, de jouer fou prend pion, je veux dire. Et ici, c'est juste perdant, en fait, pour Ding, qui ne peut rien faire. Typiquement, ici, il y a deux coups principaux. Hein. On pourrait se dire, ok, mais je vais prendre ta tour, mais là, le problème, c'est qu'il y a fou prend tour intermédiaire, échec. Et après, roi prend tour, il y a simplement. Roi prend fou, il y a simplement tour prend tour. Et j'ai une pièce de plus, en fait, hein, quasiment. J'ai une tour pour deux pions, en fait. Mais, globalement, c'est complètement perdant. Hein. Gukesh aurait gagné ça sans problème. Et après, fou prend pion. Hein. Il aurait pu tenter de tour prendre fou, mais déjà, non seulement il peut prendre ici. Et après, G prend F, il y a simplement fou E3. Et Gukesh va simplement tout échanger avec une position complètement gagnante. Par exemple, ici, l'ordinateur dit fou E5, prise, tour H7, où je vais en plus essayer de récupérer après euh, ça, par exemple, fou B6, où tes pions sont complètement frisés. Je vais peut-être jouer tour H7 ou tour en remanœuvrant, peut-être jouer un truc comme ça. Bon, après, le fou contrôle. Mais, globalement, peu importe, c'est complètement perdant. Donc, très belle victoire du Gukesh. Honnêtement, c'est une partie très bizarre. Hein. C'est une partie qui n'est pas digne de championnat du monde. Le niveau était assez mauvais, hein, comme dirait un peu tout le monde. L'idée, c'est que Gukesh a joué une bonne partie globalement. Il a fait aucune bavure. Hein, il a bien connu son ouverture, sauf du coup, le coup qui chagrine vraiment dans la partie, c'est ce coup de. Après ça, hein, du coup, prise, c'est ce coup de G5. Là. Qui n'a aucun sens, parce que du coup, ça règle tous les problèmes des noirs, même si Ding n'en a pas profité. C'est un coup qui n'a aucun sens. Et Ding, du coup, lui, il est juste pas du tout dans son bain. Il a fait une bonne partie, mais il a juste pas vu le fait que après F3, Gukesh menaçait E4, ce qui est assez étonnant parce que quand tu joues F3, tu dis clairement, en fait, c'est comme si tu disais à voix haute à ton adversaire, attention, je vais jouer E4. Donc on comprend pas pourquoi Ding ne l'a pas vu. Hein, c'est très bizarre. Honnêtement, on sait pas pourquoi. Mais ça arrive, j'imagine, mais ça montre que Ding n'est pas dans son bain et il n'est juste. Il n'a pas vu une tactique qui, pour son niveau, est censée être élémentaire. Mais du coup, Gukesh réussit à remonter au score. Hein, du coup, on est à 1,5 partout. Euh, Belle partie de Gukesh, même s'il a fait une décision douteuse. Et du coup, je vous dis à vendredi. Il n'y a pas de partie demain, c'est un jour de pause pour les deux joueurs. Je vous dis à vendredi pour la ronde 4 de ce championnat du monde. Belle remontada de Gukesh. Et du coup, Ding jouera les blancs en espérant qu'il soit mieux réveillé, entre guillemets. Hein, parce que c'est clairement bizarre qu'un 2730 joue comme ça. Mais du coup, je vous dis à vendredi pour la prochaine ronde de ce championnat du monde. C'était Dragon Alpin. Tchuss.